Ravi de vous retrouver sur Mikouba Télévision. Mesdames, Messieurs, un atelier de réflexion sur la problématique de la gestion des déchets en République démocratique du Congo a débuté ce 26 janvier dans la capitale. Le ministère de l'Environnement et du Développement, les administrations provinciales et locales, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers prennent part à ces assises. Au Lualaba, les inspecteurs et préfets de certaines écoles ont reçu des mains du ministre de l'Éducation un lot des certificats d'élèves datant depuis 2016, les diplômes d'État édition 2021. Lors de cette rencontre, Alain Kantenga a invité les responsables d'école à donner ces documents aux finalistes gratuitement. Puis une délégation de l'ambassade canadienne en visite d'évaluation depuis ce vendredi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, est descendue au niveau de la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral afin de se rassurer des différentes réalisations des projets. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je venais de vous l'annoncer, le ministre provincial de l'Éducation a remis ce vendredi 27 janvier un lot des certificats d'élèves qui n'étaient pas arrivés en province depuis 2016, les diplômes d'État édition 2021 aux inspecteurs de différents pôles ainsi qu'aux préfets de certaines écoles. Présents à la cérémonie, Alain Kantenga a invité les responsables d'école à donner ces documents aux finalistes gratuitement. Oscar Kalambay pour les détails. Dans la grande salle du complexe scolaire Ewabora, les responsables de différents établissements scolaires de la province du Lualaba ont participé à la cérémonie de remise des diplômes d'État des mains du ministre provincial de l'Éducation. Symboliquement, les chefs des pôles de différents territoires ont reçu les certificats avec une instruction ferme du ministre Alain Kantenga, celle de remettre les documents acquis de droit gratuitement afin de pérenniser la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État. Je ne voudrais pas apprendre qu'un chef d'établissement a procédé à demander 5 000 francs là on me connaît. On n'hésitera pas à donner des orientations aux sous-prophètes et aux prophètes pour que des sanctions idoines soient imposées à ceux-là. Même instruction donnée aux préfets d'école qui ont reçu les diplômes d'État édition 2021. L'eau des diplômes pour les comptes du lycée Manga sur votre gestion, pour qu'à votre tour, vous puissiez remettre aux élèves qui attendent depuis très longtemps, qui attendaient leur diplôme. Mes très sincères félicitations. C'est dans les frais du gouvernement provincial que ce lot d'au moins 154 000 certificats non réceptionnés depuis 2016 est arrivé au Lualaba, ainsi que les diplômes d'État. Le ministre provincial a au cours de la cérémonie rendu hommage au chef de l'État, au ministre de l'EPST ainsi qu'à l'autorité provinciale pour leurs efforts dans l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Il a également salué le travail abattu par ses collaborateurs qui ne ménagent aucun effort pour le bien de l'éducation en province. C'est en l'occurrence le PROVED et l'IPP. Parlant toujours éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Ndonzangi, a donné le go ce jeudi 26 janvier 2023 à Kisangani du processus de préparation à la formation militaire des étudiants des classes de recrutement. C'était lors d'une cérémonie organisée à l'esplanade du bâtiment administratif de l'université de Kisangani, Unikis. Les détails, c'est dans ce récit. Désormais, pour l'année académique 2022-2023, les étudiants inscrits en L1 selon le système LMD vont commencer leur cursus par cette formation qui consiste à l'apprentissage des connaissances élémentaires et intermédiaires de la formation militaire. À en croire le patron de l'ESU en RDC, en séjour de travail à Kisangani, former ces réservistes de l'armée sur les plans moral, physique et social est l'objectif de ce programme. Et pour ce faire, la théorie dans les auditoires sera suivie de la pratique dans les centres de formation. Les étudiants vont bénéficier des notions sur l'éducation vestimentaire, le savoir-être, la discipline, le self-défense et le maniement des armes, a expliqué Moïse Ndonzangi.
Peu avant de lancer cette formation à Kisangani, dans la province de la Chopo, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a inauguré un nouveau bâtiment de 6 auditoires et 4 bureaux à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UNIKIS. La proposition de soumettre les étudiants à une formation militaire est la résultante du travail des acteurs de l'ESU, les présidents des conseils d'administration, l'administration centrale, les services spécialisés, les présidents des conférences des chefs d'établissement, les recteurs et directeurs généraux, ceci au regard de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire national. Ouverture ce 26 janvier à Kinshasa de l'atelier de réflexion sur la problématique de la gestion des déchets en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Environnement et du Développement, les administrations provinciales et locales, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers prennent part à ces assises de 3 jours. Dorsin et Pimouteb. L'objectif principal de ces travaux des 3 jours, selon les organisateurs, est de contribuer à l'amélioration du mécanisme de gestion des déchets en République démocratique du Congo grâce aux idées innovantes des participants et de trouver des solutions dans le cadre de l'économie circulaire en mettant l'accent sur la politique nationale des collectes des déchets. Dans son discours d'ouverture, la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement a déclaré qu'il est urgent que les secteurs publics et privés ainsi que d'autres partenaires mutualisent les forces afin de redéfinir les stratégies pour mieux gérer les déchets. F. Zaïba a demandé aux participants d'établir une feuille de route qui va permettre au gouvernement de restructurer autrement la gestion des déchets sur l'ensemble du pays. Il s'agit d'un engagement de tous pour une gestion rationnelle de tous les déchets, a-t-elle demandé. Et d'ajouter, les résolutions seront exploitées non seulement par le ministère de l'Environnement, mais aussi par tous les autres ministères concernés, notamment celui des infrastructures, de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, ainsi que les provinces et les entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Le taux d'accès à l'assainissement de manière globale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo est de 20%, selon le rapport des diagnostics du secteur de l'assainissement réalisé en 2018 par le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec l'appui de la Banque mondiale. En plus de déchets solides, la RDC connaît également un sérieux problème de gestion des eaux usées et des extras ou substances rejetées hors organisme. La feuille des routes de l'éradication de la défécation de l'air libre mentionne que le taux moyen de cette pratique est de 11% sur l'ensemble du pays. Ce taux est de 4% à Kinshasa, la capitale. Tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda afin de calmer la situation. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, a dans sa déclaration exhorté la RDC et le Rwanda à faire preuve d'un maximum de retenue et à s'efforcer de désamorcer la tension par le dialogue. Ceci pour une paix durable dans la région. Oscar Kalambay. Wang Xi estime que les mécanismes conjoints de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et d'autres instruments régionaux peuvent aider à établir le fait entourant l'incident impliquant l'avion militaire congolais visé par les tirs de l'armée rwandaise le mardi 24 janvier à la frontière entre les deux pays pour ainsi dissiper tout malentendu. L'envoyé spécial des Nations Unies dit être en contact avec les responsables des deux pays de la région pour aider à désamorcer la tension. Il a cependant invité tous les acteurs à rester engagés et à respecter les décisions prises lors du mini-sommet des chefs d'État de Luanda le 23 novembre 2022. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a devant le Parlement ce jeudi accusé la RDC d'avoir recruté près de 300 mercenaires pour attaquer le Rwanda. Une version réfutée par le gouvernement congolais en précisant que son avion n'a nullement violé l'espace aérien rwandais. En revanche, les autorités congolaises ont dénoncé un acte délibéré de la part du Rwanda qui, selon elles, vaut une déclaration de guerre et a prévenu qu'elle ne se laisserait pas faire, mais défendra sans tergiverser ni transiger l'intégrité de son territoire national.
Restons sur ce même chapitre face à une insécurité grandissante dans sa partie est, situation occasionnée par son voisin le Rwanda à travers le M23. Après l'attaque contre son avion de chasse Sukhoi 25 le mardi dernier, plusieurs propositions viennent de la population sur les mesures que peuvent prendre la République démocratique du Congo pour contraindre l'agresseur de quitter son territoire. C'est notamment interdire au Rwanda de ne pas survoler l'espace aérien congolais. Encore une fois, on retrouve ici Oscar Kalambaye pour les détails. Sur cette question, le professeur Sylvain Katolomba, expert en sociocritique, pense que la souveraineté nationale s'exerce également sur l'espace aérien. Et c'est avec souveraineté que nous pouvons prendre cette décision et c'est faisable parce que nous également, nous devons être jaloux de notre espace aérien. Un avis non partagé par l'analyste politique David Kayombo. Ça peut être insignifiant. Tout au moins, le Rwanda peut contourner cet espace, trouver des mesures palliatives. Celui-ci propose plutôt 3 solutions pour que la RDC retrouve sa souveraineté. C'est en l'occurrence la révision du budget dans son volet sécurité. Qu'on mette le paquet, rapidement qu'on réorganise l'armée congolaise, s'il le faut, pourquoi pas recruter ou faire appel à d'autres troupes pour recruter les mercenaires, parce que l'intégrité nationale est en péril. Parce que le Rwanda est un voisin naturel, nous l'aurons toujours. Il faudra qu'on puisse avoir des relations saines avec le Rwanda. La guerre ne sert à rien, absolument. Donc si par négociation, on peut faire que les armes se taisent, pourquoi pas? Pour que nous puissions faire face à cette menace externe, nous devons travailler sur la cohésion en interne, la cohésion nationale. Je suis heureux de voir que le chef de l'État est en train déjà d'assainir son entourage. Ces efforts doivent être approfondis et continués. Si la souveraineté nationale est menacée, il y a lieu de prendre cette mesure, pense le professeur Sylvain Katolomba. Celui-ci pense que les conséquences seront directes sur le Rwanda une fois que cette mesure prise. Il appelle par ailleurs les Congolais à la mobilisation nationale pour soutenir les actions du chef de l'État, car la souveraineté ne peut être négociée. Les conséquences seront là. Et je pense que nous devons être tous mobilisés derrière le président de la République pour lui dire la République, le peuple congolais veut que la République démocratique du Congo soit respectée et que notre souveraineté et notre intégrité territoriale ne peuvent être négociées ou négociables. Sylvain Katolomba estime également que cette mesure vise à faire voir au Rwanda qu'aucun pays ne peut vivre seul. Nous sommes dans l'interdépendance internationale. Et si un État veut nous faire croire que le Rwanda, parce qu'il s'agit de cette république-là, qu'ils peuvent s'en passer de nous, je pense qu'il est temps de lui rappeler que la République démocratique du Congo a aussi les moyens de répliquer à ces provocations, de répliquer à ces attaques, et nous devons rester droits dans nos bottes pour dire non à toute provocation et non à toute humiliation. La République démocratique du Congo fait face à une grande menace étrangère, d'une part avec le M23 soutenu par le Rwanda, d'autre part avec les groupes rebelles tels que l'ADF et d'autres mouvements qui déstabilisent le pays malgré différents accords, dont celui de Nairobi. La commissaire de l'économie, industrie et commerce extérieur au Lualaba a présidé ce jeudi une réunion stratégique avec les opérateurs économiques de la place. Répondre urgemment à la flambée de prix de la farine de maïs qui se constate sur le terrain et les points inscrits à l'ordre du jour. Grace Kalong et John Mwema nous en parlent. Réfléchir sur la hausse vertigineuse des prix de la farine de maïs sur le marché du Lualaba est l'objet de cet échange interministériel tenu par Lydia Kapapa, numéro 1 de l'économie, industrie et commerce extérieur, avec un seul souci, résoudre urgemment ce problème lié à cette denrée de première nécessité. Le gouvernement de la province du Lualaba, qui est patronné par l'excellence Fifi Masuka Saïni, avait besoin de vous écouter. Le gouvernement a déjà pris certaines dispositions et ça sera des dispositions pas dans l'immédiat. Mais en attendant que tout cela puisse se réaliser, parce que ce sont des projets, et ce sont des projets à moyen terme, ce n'est pas des projets à court terme. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que Bunga Butokebu, Kassaji Butokebu,
Voilà pourquoi ce que je vous ai appelé, que nous tous, nous cherchons des méthodes et des stratégies en attendant que nos projets puissent se réaliser. On est des partenaires de vous tous. Donc on ne peut pas inonder, nous, le marché parce qu'on est gouvernement. Avant de donner la parole aux opérateurs économiques, le chef de division de l'économie a peint le tableau de la situation et donné les raisons. Nous n'avons pas les contrepoids par rapport aux produits importés. À ce jour, si nous avons la crise en farine de maïs, si nous avons la crise dans les différents produits de grande consommation, c'est parce que la province est déficitaire. Le sac de 25 kg qui coûtait 27 500 francs congolais revient à ce jour à plus ou moins 36 000 francs. Ensuite, des échanges à bâtons rompus sur la situation se sont invités dans le seul but de trouver une voie de sortie. Préoccupée, la commissaire prévoit quelques démarches afin de prévenir le pire. Dites-nous quelle allégeance nous, en tant que gouvernement, que ce soit pour les importateurs, que ce soit pour la production locale, qu'est-ce que vous attendez de nous? Il y a les subventions quelconques, il y a certaines exonérations. Faites des lettres, des correspondances, vous nous adressez et on va prendre on va faire rapport à l'autorité provinciale. Nous m'envoyer des billes. On va faire une réunion mixte tout à l'heure et une mission mixte aussi au niveau de la province du Haut-Katanga pour voir aussi avec eux qu'est-ce qu'on peut chercher comme solution. Les opérateurs économiques, le chef des divisions, des bureaux, les fermiers ainsi que l'AFEC ont pris part à cette réunion stratégique. La ville de Kolwezi et ses communes ont désormais des nouveaux animateurs nommés par ordonnance présidentielle. Ces derniers ont été investis ce lundi 23 janvier 2023 afin d'assurer la continuité de la gestion. À cet effet, notre rédaction a interrogé l'esprit critique de la population sur la gestion passée des entités, mais aussi les attentes à formuler en direction de ces nouveaux dirigeants. Michael Moutuila les a rencontrés. Les avis des Kolweziens restent partagés quant à la gestion passée des entités territoriales décentralisées. Pour Olivier Kayumba, il y a lieu de féliciter certaines avancées sur le plan infrastructurel sur la ville et dans les communes malgré que beaucoup reste à faire. Quand je prends la mairie de Kolwezi, je pourrais dire que le point négatif dans la gestion, c'était une très mauvaise communication, une réticence envers les médias. Mais sur le plan infrastructure, on a vu que l'équipe a essayé de toucher tant soit peu dans certains domaines. La commune de Dilala était très ouverte quant à ce qui concerne la communication. Mais la plus grande difficulté de ce côté-là, c'était le contact direct avec la population. Côté Manika, c'était aussi une rupture de la communication. Quand je prends toutes les trois autorités, il y a eu empiètement des fonctions. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a de l'insalubrité partout. Et pour lui, les grands défis à relever par les nouveaux animateurs restent la communication qui n'était pas prise en compte par les passés. Aux autorités qui viennent d'entrer, c'est de communiquer davantage. Ils sont en train de gérer des entités qui appartiennent à la population. Donc la population a le droit d'être informée, de connaître ce qui s'est fait. Pour Athanase Kabeko et Emmanuel Mouteb, quelques avancées sont à signaler dans certains domaines aux autorités actuelles de poursuivre cet élan du développement pour le bien-être de la population. Pour moi, je vois qu'il n'y avait pas beaucoup de problèmes. La gestion était bonne, mais une chose que je déplorais plus, on n'approchait pas les jeunes. On ne peut pas dire que non, il n'y avait pas eu des avancées. Il y a quand même des avancées. Mais le problème, c'est que nous allons quand même demander aujourd'hui, ceux qui sont entrés quand même aujourd'hui, qu'ils puissent faire aussi leur part. Sinon, quelques failles à décourager dans cette gestion, c'est en l'occurrence l'empiètement des fonctions qui a constitué un frein au développement et le désintéressement à la jeunesse, ont-ils dit. Ici, il est question de laisser chaque personne à sa place et chaque personne fait ce qu'il faut faire. Vous allez voir, il y aura quand même des avancées significatives. Aux nouveaux animateurs, entre autres le maire entrant, de pouvoir être proche de sa population. Que l'exécutif lui laisse les champs libres. Ils doivent aussi investir dans la jeunesse. Parce que quand vous investissez dans la jeunesse, c'est très très important. Ils doivent aussi dans les rubriques mettre les moyens pour les jeunes des communes,
les jeunes au niveau urbain. Dans leur mandat, ils doivent aussi privilégier les jeunes. Par ailleurs, les nouveaux animateurs de ces entités doivent conjuguer les efforts pour l'amélioration des conditions socio-économiques, sanitaires et environnementales, ont déclaré ces habitants de Kolwezi. Restons là-bas après quelques mois de rupture de délivrance des passeports dans la province dû à un problème d'ordre technique au niveau national. Bonne nouvelle, tout est normalisé désormais et le centre de capture reçoit déjà des lots de passeports pour servir la population lualabèse qui se plaignait. Plus de détails, c'est dans ce récit de Sarah Sompo. Au total, 900 passeports seront délivrés aux requérants de la province du Lualaba qui, après avoir rempli toutes les conditions pour obtenir cette pièce, n'avait toujours pas trouvé gain de cause, explique Alain Ngouège, chef des centres de capture. Oui, il y a pratiquement 2 ou 3 semaines, on avait eu 500 passeports. Et demain, on aura encore d'autres passeports. Donc, les gens ne suivent pas ce qui se raconte sous la rue. On avait eu des petits soucis et c'est déjà résolu au niveau de Kinshasa. On travaille, on est sous le leadership bien sûr de l'autorité provinciale. Vous voyez dans tous les sens, partout elle est la RCBA pour le bien-être de cette population. Et nous ne pouvons que suivre, emboîter le pas dans ce qu'elle fait parce que nous voudrions que le Lualaba puisse encore rayonner, que le Lualaba soit parmi les provinces qui évoluent et qui sont derrière la vision du chef de l'État. Pour les renouvellements des passeports, il n'est pas question de reprendre toute la procédure. Il faudra tout simplement se référer au centre de capture pour ce faire. Pour le renouvellement du passeport, madame, c'est une bonne question parce que beaucoup de gens se perdent. Quand vous avez un ancien passeport biométrique et qui est fini, que vous voulez renouveler, vous venez directement au centre de capture. Ça ne sert à rien d'aller encore à Sofibank acheter les formulaires à l'ANER parce que vous êtes déjà dans le système. Vous venez directement au centre de capture et on renouvelle votre passeport, vous le prenez dans un temps record. Cette institution du ministère des Affaires étrangères a désormais la possibilité de légaliser les documents au niveau des Kolwezi pour les élèves qui veulent étudier en dehors du pays, mais aussi pour les hommes d'affaires. Il y a une nouveauté que le centre de capture n'avait pas. Maintenant, nous avons été notifiés, dotés de timbres pour commencer à légaliser les documents. Vous savez, quand quelqu'un veut voyager, aller à l'extérieur, quelqu'un termine les études, veut aller poursuivre ses études universitaires à l'extérieur, vous venez au centre de capture, on va légaliser votre diplôme, vos bulletins, pour permettre à ce que quand vous allez faire entrer vos documents à l'ambassade, que l'ambassade vous octroie facilement le visa. Donc, la légalisation des documents, elle ne se fait pas seulement à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, elle se fait aussi dans la province du Lualaba. Là, nous disons encore coup de chapeau à madame le gouverneur parce que tout ça, ça retombe sur son bilan. Le centre des captures fait maintenant son travail normalement et aucun souci ne devra plus être décrié. Le délai de l'octroi des passeports est de 2 semaines, a confirmé Alain Ngouège. Direction le Kasaï central, comme je vous l'ai annoncé au sommaire, une délégation de l'ambassade du Canada séjourne depuis ce vendredi à Kananga, chef-lieu de la dite province. Cette dernière est en visite d'évaluation des activités que mènent certaines structures de la société civile. Avec leur appui, ce même vendredi, la délégation a visité la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral afin de se rassurer des différentes réalisations des projets. Notre correspondant depuis Kananga, Soleil Ntumba Moufika, nous en fait le point. C'est une visite pédagogique de la délégation canadienne à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Celle-ci vient passer en revue toutes les activités appuyées par les Affaires mondiales Canada qui exécutent certaines structures au Kasaï central, telles que Femmes main dans la main, pour le développement intégral. La directrice pays de cette structure a convié ses hôtes à une séance de travail afin de leur présenter quelques réalisations exécutées avec le financement du Canada, UNFPA, ONU Femmes et le PNUD, comme l'a dit Nathalie Kambala-Loussé. Aujourd'hui, on était obligé de montrer à nos partenaires le travail que nous menons avec le Fonds canadien dans le cadre du programme JAD, dans le volet prévention avec UNFPA, dans le cadre du projet JAD, dans le volet réinsertion socio-économique et scolaire avec NUD, et dans le cadre du Fonds canadien d'initiative locale avec le projet accroître à la participation à la vie politique de femmes de façon démocratique à travers le renforcement de capacités.
Dagno Nour, des Affaires mondiales Canada, et responsable de santé et éducation en RDC, chef de cette délégation, a salué différentes réalisations de cette structure et les a encouragés à rester sur le même élan. Je peux dire que je suis vraiment impressionnée et admiratrice du travail que les femmes font et que FFMDI fait pour accompagner les jeunes filles et les femmes. Comme vous le savez peut-être, la priorité du Canada, la politique d'assistance féministe. Donc on met au premier plan les femmes et les filles. Au cœur de toutes nos activités, tous nos projets, il y a l'avancement des jeunes filles et des femmes. Et donc avec les priorités de FFMDI, et nous avons été vraiment émus. Le bénéficiaire direct n'ont pas caché leur joie devant ses partenaires. Alors, ils nous ont montré leur amour, puisqu'ils sont songés à nous. Que Dieu le Père Tout-Puissant les protège et les bénisse. Il faut noter que la visite de l'incubateur de paix ainsi que celle de réalisation des survivantes et bénéficiaires directs de ce projet ont sanctionné cette activité. Quittons le Kasaï central pour l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, plus de 26 000 $, 15 850 000 francs congolais, 150 sacs de riz, 50 sacs de farine de maïs, 339 matelas. Tel est le résultat de la collecte des fonds destinés aux personnes en détresse collectés mercredi soir à Goma au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, une soirée organisée dans le cadre de la campagne de solidarité nationale initiée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Cette campagne ainsi lancée se poursuivra où chaque personne est appelée à apporter sa contribution en faveur des victimes de guerre. Les détails dans cet élément de notre correspondant depuis le Nord Kivu, Patrick Sialoua. C'est devant les acteurs sociopolitiques et hommes d'affaires qu'a eu lieu la cérémonie de collecte des fonds dans le cadre de la campagne de solidarité nationale initiée par le chef de l'État. Une occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, de peindre les tableaux sombres de la situation humanitaire au Nord Kivu suite à la guerre, d'où la nécessité de la solidarité nationale. Certaines personnes déplacées vivent dans les camps à Kanyabayonga, à Kanyaruchinya, à Bushagara, à Kichanga et à Kibiris. D'autres dans des familles d'accueil et d'autres encore dans des sites de fortune où elles sont exposées aux intempéries de tout genre, aux maladies et à la famine. D'où la nécessité d'une assistance urgente en matière de nutrition, d'abri, d'eau, de santé, d'hygiène et assainissement, y compris un soutien psychosocial. Des entreprises publiques, des politiques, des militaires, des privés et autres, tous ont mis la main à la poche pour manifester leur solidarité aux personnes en détresse suite aux guerres en répétition dans cette partie du pays. Se réjouit le ministre Modeste Mutinga des Affaires sociales et Action humanitaire. Je suis autant frappé que une ville qui est touchée depuis près de 10 ans, que les individus de bonne volonté ont donc offert aux sinistrés 26 180 $. En francs congolais, nous avons enregistré 15 300 000 francs congolais. Et en nature, nous avons eu 339 matelas, 150 sacs de riz et 50 sacs de farine de maïs. Ces fonds collectés par la Caisse des solidarités nationales ont été remis au gouverneur militaire qui s'en servira pour veiller à l'amélioration des installations hygiéniques et sanitaires dans le camp des déplacés de Kanyaruchinya et Bushagara en territoire de Nyiragongo dans l'objectif de lutter contre la propagation du choléra qui s'est déclaré dans ces sites. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette grande édition de journal sur Mikuba Télévision. Je vous souhaite de bien vous porter et de rester sur nos antennes car nos programmes sont en continu. Au revoir.